Bon, on va commencer. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc, bonjour pour cet atelier exceptionnel que nous organisons grâce à Creative Valley et Refashion, qui est le nouveau nom d'EcoTLC. Donc, le sujet aujourd'hui, l'éco-conception. La mode durable, chacun d'entre vous le sait, est aujourd'hui un sujet majeur, mais l'ampleur de la tâche, l'ampleur des sujets fait que souvent, les TPE, les PME, les créateurs ont beaucoup de mal à se saisir de ce sujet et, si j'ose dire, à tirer le premier fil qui leur permet d'agir. Donc, aujourd'hui, je voudrais présenter l'équipe de Creative Valley qui assure le soutien technique. Quelques mots. Bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis chargée de la communication au sein de Creative Valley et je m'occuperai du backup technique lors de ce webinaire. Donc, je vous souhaite à tous de passer un très bon webinaire et je vais donner la parole à Élise. Voilà. Alors, Creative Valley qui, vous le savez, je veux dire, est notre partenaire pour les ateliers digitaux, beaucoup sur le fond et aussi sur la forme. Élise. Bonjour à tous, je m'appelle Élise Desrues, je suis chef de projet au Défi, où je suis en charge notamment de l'innovation et je m'occupe de tous les e-défis de chaque semaine. Voilà. Et j'espère que vous allez passer un très bon moment. Voilà. Adèle Routiot. Hop, je vais activer mon micro. Bonjour à tous, merci Clarisse. Donc Adèle Routiot en charge de l'éco-conception chez Refashion. Donc je ne vais pas en dire plus, hein, je pense que je vais avoir le temps de vous expliquer suffisamment par la suite en quoi ça consiste. Voilà. Et moi, Clarisse Rey, je dirige le Défi, qui est donc la principale plateforme de développement et de financement de la filière habillement. Nous intervenons aussi bien pour soutenir les jeunes créateurs, les créateurs qui défilent, qui font les présentations. On en aide environ une quarantaine par an, pour aider les entreprises qui veulent se développer à l'international, que ce soit sur des salons, des missions, des opérations spécifiques, des missions acheteurs, où nous en aidons à peu près 450 à 500 par an. Nous soutenons très fortement toutes les actions de Paris Capitale de la mode, car il y a une vraie compétition entre les capitales de mode. Donc, nous finançons par exemple les centres de presse pendant les Fashion Week et nous finançons, je veux dire, la plateforme digitale qui a été lancée pour la haute couture et de la mode à partir des Fashion Week de juin avec les problèmes du confinement. Nous soutenons également les fabricants au travers de la maison du savoir-faire et nous essayons de faire avancer, d'acculturer les entreprises sur effectivement les grands sujets de la mode qui sont l'innovation et la mode durable. Et donc, dans ce cadre-là, voilà cet atelier, ce bel atelier que nous vous proposons ce matin. Alors, de façon pratique, n'hésitez pas à poser des questions sur l'onglet, je veux dire, en bas de votre Zoom Q&R, donc à poser des questions pour qu'on puisse y répondre pendant je vais dire, ce Zoom et cette conférence. Adèle, the floor is yours. Merci beaucoup. Donc, je vais partager mon petit diaporama. L'écran a l'air d'être pour moi. Hop. Ça devrait normalement fonctionner. Ça fonctionne. Oui, c'est bon. Je devrais le mettre en grand format. Ouais. Voilà, parfait. C'est tout bon. Parfait. Bonjour à tous. Je me suis déjà présentée, je m'appelle Adèle Routiot, je suis en charge de l'éco-conception chez Refashion. Comme le présentait très bien Clarisse, nous nous nommions avant EcoTLC. Donc notre nouveau nom Refashion, c'est très récent, ça date de la fin de l'été, début de l'automne. Donc il est possible que ma langue fourche encore un peu et que j'utilise encore EcoTLC. Voilà, j'espère que vous n'en tiendrez pas rigueur. Mais comme l'indique très justement notre logo sur le diapo,
EcoTLC devient ReFashion. Donc bon, je ne m'en sers pas comme excuse, mais voilà. Donc, je voulais remercier le défi de nous donner cette opportunité de nous exprimer et de faire valoir nos travaux que l'on mène sur l'éco-conception. Ce n'est pas une thématique des plus simples. Donc, ça justifie tout à fait la thématique de ce webinaire qui est de comment se lancer dans une démarche d'éco-conception. Parce qu'on en parle, on parle de mode durable, de développement durable au sens large. Mais au final, comment on fait? Quels sont les outils à ma disposition? Quelle méthodologie je dois suivre? C'est là toute la problématique qu'on va essayer d'éclairer un petit peu en une petite heure. Donc, avant de commencer, on vous a préparé un petit sondage. L'idée, c'est que vous répondiez à la question « Comment vous sentez-vous à l'aise avec l'éco-conception ?» Alors, soit ça ne vous dit rien, vous vous sentez plutôt de niveau 1, soit vous êtes plutôt de niveau 2, mais vous êtes curieux d'en savoir plus, mais pour l'instant, tout n'est pas très clair quand on vous parle d'éco-conception. Ou alors 3, vous êtes carrément déjà engagé et bravo. Mais voilà, l'idée, c'est que vous compreniez un petit peu où en est l'audience et que pourquoi pas, on adapte notre discours en conséquence. Donc, je crois que le sondage a été lancé. Hein, Oui, le sondage est lancé. Ok. Je vais enchaîner, je vais continuer et puis dans quelques minutes, je vais vous laisser le temps de répondre et dans quelques minutes, je reviendrai dessus. Hop. Voilà. Donc, pour vous parler un petit peu du programme de cette matinée, je vais commencer quand même par vous représenter qui est ReFashion, quelles sont nos activités pour vous resituer. Vous donner quelques chiffres clés de la filière textile et chaussures pour comprendre où on en est aujourd'hui, faire un état des lieux de ce que cela représente. Comment nous, on accompagne la transformation vers l'économie circulaire. Et puis après, plus précisément sur l'éco-conception. Et puis surtout, on s'attardera sur la partie que j'ai appelée « À vous de jouer ». L'idée, c'est que vous repartiez avec une mise en pratique plus claire de comment je fais pour me lancer dans l'éco-conception. Donc, ce sera votre tour. Donc, à propos de ReFashion, ReFashion, on est donc l'éco-organisme de la filière textile et chaussures. Donc, on s'occupe de la filière qu'on appelle les TLC, ce qui justifie notre ancien nom qui était EcoTLC. TLC, ça signifie textile, d'habillement, linge de maison et chaussures. Donc, nous sommes sur ces 3 scopes de produits. Donc, quelle est notre mission et quels sont nos objectifs? Donc, nous sommes un éco-organisme. Donc, ça signifie que l'on est agréé par les pouvoirs publics et nous sommes agréés depuis 2009. Quand je dis agréé, cela veut dire que l'on est soumis à un cahier des charges précis dans lequel nous avons des objectifs à atteindre. Malgré tout, même si nous sommes agréés par les pouvoirs publics, nous sommes quand même une société privée, mais à but non lucratif. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'on a un peu une mission d'intérêt général. Et pour vous resituer un petit peu l'échelle sur laquelle on opère à l'échelle française. C'est absolument pas ni européen ni international. On est bien agréé par les pouvoirs publics français. Donc, notre mission, ça va être d'assurer pour les entreprises qui mettent sur le marché des textiles et des chaussures, la prévention tout d'abord, puis ensuite la gestion de la fin de vie de leurs produits. Donc, en fait, on s'inscrit dans ce qu'on appelle la REP, la REP, enfin, comment vous la nommez, ce qui signifie la responsabilité élargie du producteur. Donc, ça, c'est un petit peu le principe du pollueur-payeur. C'est-à-dire que toutes les entreprises qui mettent sur le marché des textiles ou des chaussures doivent soit pourvoir, soit contribuer à la fin de vie de leurs produits. Donc, pourvoir, elles mettent en place elles-mêmes la gestion de la fin de vie de leurs produits et elles contribuent auprès d'un éco-organisme, donc en l'occurrence ReFashion,
pour pouvoir assurer pour le compte des entreprises la gestion de la fin de vie de leurs produits. Donc ça, c'est notre mission. Et aujourd'hui, en 2020, notre mission aussi qui est très forte et qui va continuer pour les années à venir, c'est d'accompagner et d'aider les entreprises à la transformation de la filière vers l'économie circulaire. Voilà un petit peu ce que fait ReFashion. Donc, pour comprendre comment ça s'organise un peu plus précisément, alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris quand je me balade sur une diapo. Mais donc, nous, oui, on la voit. On la voit. On la voit. ReFashion, nous sommes donc au centre du schéma. Donc, les entreprises, donc chez nous, dans notre jargon, nous les appelons les metteurs en marché, mais ce sont ni plus ni moins des entreprises, des marques de textiles et de chaussures qui payent une éco-contribution auprès de ReFashion sur tous les produits qu'elles mettent sur le marché par an. Et cette éco-contribution, elle va servir à soutenir au tri industriel, à soutenir la communication auprès des collectivités territoriales en vue de la prévention des déchets, aussi à sensibiliser les citoyens dans le même objectif, prévention des déchets, à soutenir la recherche. Donc, on soutient des projets de recherche et de développement et d'innovation pour améliorer la filière de recyclage et puis améliorer les méthodes d'éco-conception. Donc voilà, donc l'idée c'est que les entreprises avec cette éco-contribution vont venir, grâce à leur éco-contribution, financer toute la filière pour assurer une fin de vie de leurs produits plus, on va dire, respectueuse de l'environnement. Donc c'est un peu ce qu'il y a à retenir de ce schéma. Adèle, je vais te couper parce qu'on a le résultat du sondage. Super. Alors, cela ne me dit rien, 3% des participants. Formidable. Je veux en savoir plus, 66%. Et déjà engagé, 32%. Voilà. Formidable. Écoutez, je suis ravie de ce résultat. Hein. Ça veut dire que la machine est déjà lancée. La machine est lancée et puis c'est vrai que 66% des participants qui veulent en savoir plus. Donc on est là pour ça. C'est aussi le but. Voilà. Donc pour les personnes qui ont répondu ça ne me dit rien, je vais pouvoir tout de suite éclaircir un petit peu ce concept de l'éco-conception. Pour les personnes déjà engagées, j'espère que je vais pouvoir leur donner davantage de clés pour aller encore plus loin dans leur démarche. Donc, super, merci pour ce petit sondage. J'avais dit que je vous donnerais quelques chiffres clés de la filière donc textile et chaussures. Le premier, c'est 648 000. Donc, ça correspond au nombre de tonnes de textiles et de chaussures qui ont été mis en marché en 2019. Donc, on est bien sur des volumes importants. Donc, il y a effectivement des actions à mener. Ça représente quand même 9,7 kg par an et par habitant. Donc, je rappelle, on est sur l'échelle France. Pour rappel, 2,8 milliards. Donc, c'est le nombre de pièces, d'articles, de textiles et de chaussures correspondant aux 648 000 tonnes qui ont été mis en marché en 2019. Et alors, 21%, c'est l'augmentation du volume déclaré qui a été mis sur le marché en 10 ans. Donc, je vous disais, ReFashion, on est agréé par les pouvoirs publics depuis 2009, donc depuis un peu plus de 10 ans, mais aujourd'hui, on est capable de faire un état à date et de voir l'augmentation du marché. Donc, on est passé de 2,3 à 2,8 milliards de pièces mises sur le marché. Donc, on est bien sur des volumes très, très conséquents et sur lesquels il y a forcément une action à mener d'un point de vue environnemental. Donc, 248 000, un petit peu plus de 248 000, c'est les tonnes qui ont été collectées en 2019. Donc, je vous parlais de la collecte. Donc ça fait partie de toute la fin de vie des produits. Hein. Les produits sont d'abord collectés, puis triés. Et puis après, ces produits, ils ont une fin de vie. Donc, après le tri, il va y avoir différents exutoires. Le plus important, c'est le marché de la réutilisation, donc qui représente presque, allez, on va dire 60% des tonnages collectés.
Donc, tout ce qui va être réutilisable va être soit revendu en boutique de seconde main en France ou alors à l'étranger. Et puis, pour ce qui n'est pas réutilisable, on va pouvoir en faire, par exemple, des chiffons d'essuyage. On va pouvoir, par exemple, en refaire du fil, en faire d'autres produits, donc ce qu'on appelle en boucle ouverte, comme des géotextiles ou de la plasturgie. Donc ça, c'est la filière que l'on appelle du coup du recyclage et qui représente 33,5% des tonnages collectés. Alors, je trouve qu'il faut quand même noter, il y a le mouvement, j'allais dire, de seconde main qui se développe avec des plateformes dédiées, également des marques qui de plus en plus, je veux dire, proposent, j'allais dire, ce service. Je pense qu'on est assez peu à avoir confiance que près déjà de 60% des vêtements collectés se retrouvent d'ores et déjà en seconde main. Tout à fait. Il y a ce que l'on va collecter. Il n'y a pas que des produits en mauvais état. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être réutilisées et qui ont un fort potentiel de réutilisation, que ce soit en France ou que ce soit à l'étranger. Il y a des besoins aussi à l'étranger de seconde main. Il y a des vrais marchés et tout ne va pas être, pas seulement, mais tout ne va pas être recyclé. Donc, le premier exitoire de ce qui est collecté, c'est d'abord d'être réutilisé. Il faut privilégier les produits d'avoir une deuxième, une troisième, une quatrième vie. Et je ne sais combien, autant que possible, tant mieux. Parce que c'est éviter de racheter des produits neufs, donc éviter des nouvelles matières premières. Donc voilà, donc, il faut bien retenir que avant de recycler une matière, on va d'abord essayer de la réutiliser. Et donc, pour terminer, il y a quand même une part des tonnages collectés qui ne peuvent ni être réutilisés ni recyclés. On peut quand même les valoriser. Donc, là, en pourcentage, on parle de 7,6% pour les combustibles solides de récupération. Donc là, ce sont des petites briques qui ont un pouvoir calorifique très élevé et qui vont notamment servir dans l'industrie de la cimenterie, dans les fours. Oui. Voilà. Alors, le ciment, disons-le, qui est l'une des industries les plus polluantes au monde et qui émet le plus de CO2 au monde. Donc, il y a la possibilité, effectivement, déjà de pouvoir valoriser énergétiquement et donc de réduire l'impact environnemental des cimenteries et du secteur du textile. Le deuxième, c'est la valorisation énergétique. Donc là, on ne va pas en faire des combustibles solides de récupération, mais on va pouvoir valoriser énergétiquement ce qu'on va venir brûler. Et puis, en dernier recours, ce qui représente que, j'ai envie de dire, 0,5%, c'est l'élimination. Donc, alors, une question, Margot Buisson nous demande, sait-on estimer le tonnage non collecté? Quelle est la part de ce tonnage capté? En fait, quel est le tonnage qui est jeté, quoi? Est-ce que tu as une estimation? Alors, qui n'est pas collecté dans le cadre des activités de tri, de recyclage, c'est ça. J'ai pas d'estimation, mais effectivement, on passe de... pardon, je remonte en arrière sur mon diapo. On passe de 648 000 tonnes qui sont mises en marché. Oui, mais on ne les jette pas tous. Voilà, exactement. Il y a des... je veux dire, on les garde un peu quand même, les vêtements. Exactement. Et encore heureux, j'ai envie de dire. Il y a des stocks dormants dans les placards. Il y a des choses que l'on va revendre nous-mêmes sur Vinted, que l'on va donner à nos proches, etc. Donc on ne peut pas, c'est sûr, c'est certain, on ne peut pas mettre en marché ces 148 000 tonnes et en collecter autant. Après, nous, on n'a pas la traçabilité de savoir ce qui n'est pas collecté et trié et ce qui est jeté au tout venant, enfin, dans la poubelle ménagère. Donc nous, on n'a pas cette traçabilité-là. Vous n'avez pas d'estimation même? Non, non plus. En revanche, ce qu'il faut être conscient, c'est qu'il y en a forcément un certain tonnage qui n'est pas collecté. Et c'est pour ça que
on travaille aussi à la sensibilisation des citoyens pour qu'ils aient les bons gestes de tri et que tous les articles textiles et chaussures peuvent être déposés en borne de collecte, sauf s'ils sont humides. Donc, c'est-à-dire que même si c'est abîmé, vous pouvez le mettre dans les bornes de collecte. Il ne faut pas se dire que c'est juste réutilisé et qu'il faut mettre que les produits en bon état. Donc, tout peut être collecté. Après, il y aura différents exutoires, comme je vous disais, en fonction de l'état des produits. Donc, non, j'ai pas de chiffres en tête à vous donner pour ce qui n'est pas collecté et puis qui, derrière, du coup, n'a pas d'exutoire adapté. Alors, je suis en train d'aller sur des sites et les chiffres ne correspondent pas, hein. J'allais dire, parce que par exemple, ils disent, les Français, les chiffres Alors, mais en fin de chaîne, moins d'un quart des achats se retrouvent dans les filières de recyclage, en citant des chiffres beaucoup plus faibles que ce que tu indiques. D'accord. À quelle échelle? Française? Française, oui. D'accord. Et ils disent une femme achète en moyenne 30 kilos de textiles par an, donc ça ne correspond pas. C'est des chiffres qui ne correspondent pas. Ok, mais je suis curieuse, Clarisse, d'avoir le lien. Oui, c'est sur oui, c'est une émission de France 5. D'accord, ok. Bon. Alors, je serais curieuse de voir, de lire ça. Donc voilà un petit peu pour les chiffres clés. Donc notre réponse, nous, à tous ces chiffres, c'est d'accompagner la filière à s'orienter vers une économie qui est plus circulaire. Donc l'économie circulaire, je vais redéfinir un peu rapidement, mais globalement... Oui, pour après plonger sur les solutions. Voilà. Mais globalement, c'est une économie qui s'oppose à l'économie qui est dite linéaire. L'idée, c'est que sur ce cycle, on utilise mieux les ressources qui nous sont allouées. Hein, donc, on parle d'exploitation et d'extraction durable, qu'on diminue l'impact environnemental et qu'on développe également, tout au long de cette économie, le bien-être des individus. Donc, l'économie circulaire telle qu'elle est définie, il existe 7 piliers. Ils sont remis ici sur le schéma. L'extraction et achat durable, l'éco-conception, l'écologie industrielle et territoriale, l'économie de la fonctionnalité, la consommation responsable, l'allongement de la durée d'usage et le recyclage. Donc, nous, il y a 3 piliers forts chez Refashion sur lesquels nous nous concentrons. Qui sont l'éco-conception des produits et des procédés, qui sont l'allongement de la durée d'usage. On a beaucoup parlé de réemploi et de réutilisation, et puis forcément du recyclage, on en a déjà parlé. Donc voilà un petit peu rapidement en quoi consiste l'économie circulaire. Et donc on l'a compris, l'éco-conception est un pilier, un des 7 piliers de l'économie circulaire. Nous, on dit osons l'éco-conception. Donc, l'éco-conception, c'est quoi? Ça va être dès la conception du produit, réfléchir à son impact environnemental et ce, à toutes les étapes du cycle de vie. C'est-à-dire dès l'extraction des matières premières, par la fabrication, le transport, son usage et puis sa fin de vie, réfléchir à tous les impacts sur l'environnement que le produit va avoir. Et puis, ça va être du coup de concevoir son produit différemment, mais sans dégrader la performance du produit. C'est-à-dire que si c'est un produit de sport, il doit être tout aussi performant. Si c'est un produit purement, on va dire, esthétique, il doit rester esthétique. Hein, c'est le propre des produits de la mode. Donc nous, grâce à l'éco-conception, on a 3 objectifs chez Refashion qui sont de réduire les déchets, d'améliorer leur durabilité pour qu'ils soient plus facilement réutilisables. Hein. 60% des produits sont réutilisés, donc plus on a des produits qui auront une deuxième vie, moins on utilisera de nouvelles matières.
et puis d'améliorer leur recyclabilité pour qu'on puisse derrière récupérer les matières et en faire de nouveaux produits. Donc voilà, c'est un peu nos trois objectifs forts. J'avais juste avant de passer dans le concret, une dernière slide sur les bénéfices de l'éco-conception pour les entreprises. Oui, ça c'est extrêmement important. Donc, ils sont nombreux. Alors, la diapositive est un petit peu longue. Le premier bénéfice, on en parle depuis tout à l'heure, ça va être de minimiser l'impact sur l'environnement. Donc, ça va créer de la valeur. Ça va améliorer l'éthique de l'entreprise. Ça va créer une certaine attractivité, forcément. Mm-hmm. La deuxième grande famille de bénéfices, c'est l'innovation. En fait, j'ai tendance à dire que quand on éco-conçoit et on va venir interroger toutes les phases du cycle de vie d'un produit, on va mieux concevoir tout simplement parce qu'on va maîtriser toute la chaîne de valeur du produit. On va être capable de dire toutes les étapes de fabrication, toute la chaîne de valeur pour arriver à un produit final. Donc, on va avoir une maîtrise totale du produit que l'on met sur le marché. Et puis forcément, c'est des facteurs d'innovation parce qu'éco-concevoir, on va utiliser de nouvelles matières, on va proposer des nouveaux produits grâce à des nouveaux procédés. Donc, c'est aller un cran plus loin, en fait, éco-concevoir. C'est aussi la réduction des risques. Donc, il y a forcément le risque d'image. Aujourd'hui, je pense qu'on peut se le dire, c'est quelque chose qui est très fort. Quand on parle de mode durable, d'éco-conception, de développement durable, on a tous ces termes-là. Et en termes d'image, c'est réduire un risque de se mettre à l'éco-conception. En termes de réglementation aussi, les réglementations sont de plus en plus contraignantes. Oui. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a notamment la loi AGEC qui a été promulguée en février 2020. Donc voilà, le cadre réglementaire se veut de plus en plus contraignant et passer par l'éco-conception, ça peut être un levier pour pouvoir anticiper les réglementations qui se veulent de plus en plus contraignantes pour les entreprises. Oui. Et c'est aussi sécuriser Pardon. Non, vas-y, c'est sécuriser ses approvisionnements. Sécuriser ses approvisionnements. Je disais avoir une maîtrise totale sur sa chaîne de valeur, c'est savoir d'où proviennent mes produits, d'où proviennent mes matières, d'où provient le coton avec lequel je vais venir produire mon jean. Je vulgarise un peu, mais avoir cette maîtrise sur sa chaîne de valeur, c'est hyper important. Donc, je parlais de l'image de la marque. Ça va forcément être une histoire de compétitivité, se différencier des concurrents, répondre aux attentes des clients. On sait tous aujourd'hui que les attentes des clients évoluent et tendent de plus en plus vers des produits qui se veulent plus éthiques, responsables, locaux. Et ça va être donc aussi se positionner sur des nouveaux marchés et des nouveaux modèles économiques. Et donc, il y a aussi un gain économique pour l'éco-conception. C'est pas juste réduire l'impact environnemental, c'est vraiment rentable. L'étude ADEME de 2017 qui va être mise à jour sur les bénéfices économiques et financiers. C'est une étude qui a été faite en 2017 qui n'était pas sur le secteur du textile. Donc, à interpréter comme on souhaite. Néanmoins, ils ont interrogé un panel de 10 entreprises qui étaient engagées depuis plus de 3 ans dans l'éco-conception, qui ont vu leur chiffre d'affaires augmenter, qui ont vu diminuer leurs coûts de production et qui ont vu l'engagement de leurs salariés se renforcer puisqu'ils trouvent plus de sens à travailler pour des produits éco-conçus. Oui. Donc voilà, la liste des bénéfices est plutôt nombreuse. Donc, il ne faut vraiment pas voir, j'allais dire, ce sujet-là comme simplement une contrainte ou quelque chose de lourd, de difficile, etc. Ou parfois, si j'ose dire, des activistes présentent ça comme quelque chose de très moralisateur, on doit vous éduquer, etc. Alors, on va oublier un peu ça. J'allais dire, on va oublier ce discours. C'est vraiment, et notre dernière étude, je veux dire, sur le nouveau modèle économique montre de façon éclatante que la mode durable est vraiment un des 5 piliers fondamentaux du succès aujourd'hui des entreprises. Et c'est bien pour cela qu'il faut s'y intéresser, j'allais dire, pour des entreprises avant tout. Après, si
Si vous êtes militant et personnellement engagé, tant mieux. Mais quand vous êtes à la tête d'une entreprise, c'est vraiment un sujet de stratégie d'entreprise. Tout à fait, oui. Je vous ai remis, alors je pense qu'on partagera le diaporama ensuite suite au webinaire. Oui, on pourrait avoir le replay et aussi la présentation après. Donc dans la présentation, il y a les liens des différentes études que je vais pouvoir évoquer, donc notamment l'étude ADEME là, de 2017. Je vous ai mis le lien si jamais. On va peut-être aussi rajouter notre étude sur les nouveaux modèles économiques qui effectivement renforce cette importance l'importance de la mode durable. Voilà, donc maintenant, j'en arrive à la phase pratique. Maintenant, on sait ce que c'est l'économie circulaire, l'éco-conception, on sait ce que ça nous apporte. Mais alors voilà, comment je m'y mets? Donc nous, on a ce terme à vous de jouer. Pourquoi? Puisque chez Rich Fashion, donc nous avons développé une plateforme d'éco-conception que nous avons appelée tout simplement Eco-Design. On n'a pas cherché compliqué. Donc quel est l'objectif de cet outil? C'est donc d'informer et d'accompagner les marques pour les aider à relever le défi de l'éco-conception. Donc pour ce, on a fait un outil synthétique qui prend la forme d'une plateforme ou d'un site internet, dont l'objectif est vraiment d'aider les marques à passer à l'action, que ce soit un outil vraiment pratique, pragmatique, opérationnel, qui soit vraiment clé en main. Forcément d'avoir une approche visuelle, parce qu'on s'adresse à des marques de mode, à des marques de textile, et c'était on va dire, indispensable de faire quelque chose qui visuellement, dans les codes graphiques, leur parle. Et puis un outil en open source et gratuit. Donc c'est à destination des entreprises, mais si en tant que particulier, en tant qu'étudiant, par exemple, les étudiants sont tout à fait susceptibles d'utiliser cet outil. Voilà, tout le monde peut s'y connecter, se créer un compte. C'est la seule chose qu'on demande, c'est la création d'un compte. Donc je vais plutôt que de faire des longues phrases, vous montrer une petite vidéo qui présente l'outil. Et puis, vous aurez le lien d'accès aussi suite à l'événement. Donc, petite mise au point technique. Mais si vous me laissez une minute, je vais pouvoir vous partager la vidéo. Hop. Est-ce que, Clarisse, on voit bien la vidéo là? Oui. Oui, super. Alors, je la lance.
elle était terminée. Alors déjà, un premier point, parce que maintenant, on va rentrer sur ces fameuses fiches, comment faire concrètement. Déjà à retenir, inscrivez-vous, je vais dire ouvrez un compte sur le site Refashion. Voilà. Avec plaisir. N'hésitez pas. Vraiment, je vois le temps qui passe, donc j'accélère un petit peu pour rentrer dans le concret. Mais voilà, n'hésitez pas à aller consulter le site pour en savoir plus. Là, je vais essayer de vous donner quelques clés pour rentrer dans l'éco-conception, mais je n'aurai pas le temps de tout aborder. Donc n'hésitez pas à aller par curiosité y jeter un coup d'œil. Normalement, vous êtes revenu sur mon diaporama. Oui. Donc voilà, donc, comment se lancer dans une démarche d'éco-conception, la thématique qui nous réunit aujourd'hui. Donc la vidéo vous a présenté des fiches que nous avons appelées du coup à vous de jouer. J'en ai sélectionné 4 qui me semblent primordiales pour se lancer dans l'éco-conception. Donc la première qui est de définir une stratégie d'éco-conception cohérente avec sa plateforme de marque. Alors pourquoi on a voulu faire une fiche que l'on appelle donc à vous de jouer autour de cette thématique? Parce qu'il est important de dimensionner de manière juste l'éco-conception pour que ça corresponde avec les valeurs de votre marque. Donc en termes d'axes clés, ce que l'on recommande sur cette fiche, ça va être tout d'abord de questionner l'identité visuelle, les valeurs, la vision, la mission de la marque et de questionner et de faire des liens avec tout ce qui va toucher, on va dire, largement au respect de l'environnement. L'idée, c'est de corréler les valeurs de la marque avec tout ce qui va être éco-conception, ce qui va être développement durable, pour qu'il y ait une cohérence globale. Il ne faut pas se lancer dans l'éco-conception, j'ai envie de dire, tête baissée, et puis j'ai pas envie de dire salir l'image de votre marque, mais voilà, il y a une histoire de cohérence à garder. Donc, pour ça, on va pouvoir distinguer 2 types d'entreprises. Donc, il y a des entreprises qui vont vouloir avoir un niveau d'ambition mesuré et qui vont prendre en main l'éco-conception de manière plus progressive. Et puis, il y a des entreprises qui vont vouloir être plus ambitieux et avoir une démarche un petit peu plus poussée. Là, on cite souvent les entreprises d'outdoor et de sportswear. On va dire l'éthique au sens global correspond, et la nature, l'environnement correspond tout à fait aux valeurs de leur marque. Et donc, pour elles vont avoir tendance à avoir une démarche plus ambitieuse et plus poussée. Donc, ce qui est logique, ce qui est cohérent avec la vision et la mission de leur marque. Donc ensuite, ce que l'on recommande, c'est de mettre en place un plan d'action et d'impliquer les équipes dans le projet en fait. Donc pourquoi pas en mettant en place ce qu'on peut appeler un comité environnement et de réunir les différentes parties, les différents pôles de vos entreprises, aussi bien la qualité, la supply chain, la RSE. Même pour une petite entreprise, il faut que tous les pôles de l'entreprise se sentent concernés par ce que vous pouvez appeler l'éco-conception ou que vous pouvez appeler tout simplement votre démarche environnementale. Et puis après, on recommande de mettre en place des POC, donc POC, ce qui signifie Proof of Concept, de ne pas se lancer tout de suite sur des volumes très importants pour éco-concevoir, mais d'abord de faire des tests. Très important. Faites des tests. De commencer par telle ou telle catégorie de produits. Donc, ça fait l'objet d'une fiche. Je vais en parler juste après, mais voilà, ne foncez pas tête baissée. Et les POC, ce qu'on appelle comme ça fonctionne très bien pour ce genre de démarche. Et puis après, communiquer auprès des clients. Donc, une fois que vous avez réussi à mettre en lien la démarche environnementale avec votre marque, que vous avez pu mener quelques essais sur certains produits, que vous avez embarqué vos équipes en interne, voilà, à partir de ce moment-là, la communication auprès des clients est clé déjà, mais intervient plutôt à la fin de la démarche. Donc voilà, je vous ai remis le lien vers la fiche complète.
si vous voulez aller la lire un peu plus en détail. Les fiches se décomposent toutes de la même manière en une dizaine d'étapes. L'idée, c'est de réussir à avoir défini sa stratégie d'éco-conception. La deuxième. Il y a une question. Alors là, Pardon, je ne vois pas les questions en fait. Donc, non, mais je te les pose. T'inquiète pas. Est-ce que ReFashion catalogue les producteurs de textiles éco-conçus et permet la mise en relation plateforme web pour les créateurs intéressés? Parce qu'il est très compliqué de trouver et de sourcer. Alors, là, une réponse que je donne, j'allais dire d'ores et déjà, c'est que le défi a financé un guide du sourcing éco-responsable qui est sur le site de notre site Défi et sur le site de la Fédération du prêt-à-porter féminin. Donc ça, c'est une première réponse. Ensuite, je te laisse répondre. Est-ce que sur ReFashion, il y a quelque chose aussi sur ce point? Alors non, aujourd'hui, on n'a pas encore fait ce travail-là de recenser tous les acteurs, on va dire, de la filière textile durable. En revanche, ce que je recommande beaucoup, donc effectivement, il y a le guide des approvisionnements durables de la Fédération du prêt-à-porter, Fédération de la lingerie du défi, voilà, qui est un guide qui a été coécrit et qui est très pratique, qui est très bien. Le deuxième guide que je recommande, c'est le guide de Textile Exchange, qui est mis à jour tous les ans avec tous les fournisseurs, on peut dire, innovants sur différentes matières. Donc, il va y avoir une partie coton, il va y avoir une partie polyester, il va y avoir une partie cuir. L'idée, c'est de trouver des alternatives, on va dire, aux matières conventionnelles. Et je trouve que ce guide est très bien fait, donc je vous le recommande. On pourra, alors moi, si c'est possible, peut-être le mettre avec le diapo. Oui. Je pense que peut-être on remette dans la présentation qui va être envoyée, enfin qui va être accessible, qu'on remette un peu effectivement ces liens. Ouais. J'allais dire qui peuvent être utiles pour cette démarche. Et je précise rapidement, donc vous avez vu sur la petite vidéo, il y a une partie que l'on a appelée éco-veille sur la plateforme. L'idée, c'est de recenser dans cette partie toutes les ressources documentaires et bibliographiques. Par exemple, les 2 guides dont nous avons parlé avec Clarisse sont disponibles sur la plateforme Ecodesign également. Donc voilà, l'idée, c'est d'agréger tout ce contenu au sein d'un même endroit pour faciliter la mise en œuvre de l'éco-conception par les marques. Donc voilà, donc on vous mettra les liens, pas de problème. Mais si vous voulez aller encore un cran plus loin, allez faire un tour sur la plateforme Ecodesign. Donc la deuxième fiche que je voulais vous présenter, c'était d'impliquer ses fournisseurs dans une démarche d'éco-conception. C'est une étape qui est clé parce que les fournisseurs ont à charge de fabriquer les produits et les sous-produits que les entreprises et que les marques commercialisent. Donc leur implication dans la démarche, elle est vraiment primordiale. Donc la première étape, ça va être de faire un état des lieux de son parc de fournisseurs et de se dire, voilà, j'ai déjà tel fournisseur et tel fournisseur qui sont déjà engagés dans la démarche. Donc l'idée, c'est avec cet état des lieux, de se dire que 20% des fournisseurs au moins représentent 80% de mes achats pour avoir c'est ce qu'on appelle la loi de Pareto, c'est pour gagner en efficacité sur son parc de fournisseurs. Oui. Alors là aussi, c'est très important parce que si vous voulez, ça nécessite de la part des marques une approche qui n'est plus opportuniste sur la production, je vais dire l'achat de tissus, mais de distinguer tout de même je vais dire des fournisseurs qui sont dans cette démarche-là et d'avoir avec eux des partenariats, que ce soit des fabricants ou des fournisseurs de tissus ou autres. Et donc, ça ne veut pas dire que voilà, évidemment, ça ne doit pas toujours laisser la porte ouverte à la création, la créativité, les surprises, le risque. Mais tout de même d'avoir un peu cette démarche et pas de se dire bon, je change chaque année, etc. Tout à fait. Parce que ça va beaucoup vous simplifier la vie. Beaucoup vous simplifier la vie.
surtout qu'il y a les thématiques de traçabilité qui montent en puissance. Donc, ça va beaucoup vous faciliter la vie d'avoir des vrais partenariats solides avec des gens fiables, avec des fournisseurs, des prestataires fiables. Tout à fait. Donc, il y a un enjeu aussi de vérification. Et on parle de fournisseurs fiables, oui, mais comment je le sais? Donc là, il faut se fixer des objectifs évalués. Donc, il existe aujourd'hui des certifications environnementales de sites, oui. Mais ça peut tout simplement être un cahier des charges et indiquer dans le cahier des charges ce que vous souhaitez que vos fournisseurs réalisent en termes d'action, en termes de performance environnementale au sein de leurs usines. Donc, les certifications permettent de le vérifier avec des audits. Voilà, l'étape 1, c'est d'abord vous de vous poser la question, qu'est-ce que vous attendez de la part de vos fournisseurs? Quelles sont les actions que vous souhaiteriez qu'ils mettent en œuvre? Après, ensuite, on peut aussi prospecter des nouveaux fournisseurs, ce qu'on appelle engagés. Donc là, je vous disais, dans le guide Textile Exchange, il y a des très belles initiatives qui sont recensées. Et puis ensuite, pourquoi pas faire un classement selon vos critères. Voilà, avec tel fournisseur qui est certifié, je souhaite travailler plutôt tel et tel produit, telle et telle matière. Et puis après, ça va être, comme disait très justement Clarisse, de s'engager avec son fournisseur et de nouer des partenariats. Alors, tout à l'heure, je parlais du POC, Proof of Concept, mais plus simplement, ça peut être une gamme un peu plus ciblée ou une collection capsule. Voilà, l'idée, c'est d'abord tester un petit peu la démarche et tester les fournisseurs avec lesquels vous allez souhaiter travailler. Et puis après, forcément, moi, je recommande tout le temps de réaliser un retour sur expérience, de voir quels ont été les échecs, quelles ont été les réussites, avant de décliner l'opération auprès d'autres fournisseurs. Il faut vraiment avoir cette vision de, comme disent les Anglais, test and learn, mais vraiment rapide. C'est-à-dire tester rapidement, même sur une petite partie, tirez-en très vite les conclusions, les enseignements. N'essayez pas de faire, surtout dans ce domaine qui est si complexe, c'est vrai pour tout, mais dans ce domaine qui est si vaste, n'essayez pas de vouloir que ça soit hyper carré, hyper bordé, tout pensé. Il vaut mieux se lancer sur une petite expérience, vous en tirez les conclusions et vous avancez de façon très rapide et souple. Donc, pas ce côté très français, hein, très cartésien, on essaye que tout soit calé, tout soit bien, etc. Donc, il faut être dans cette souplesse. Voilà, donc, de la même manière, je vous ai remis le lien vers la fiche juste en bas si vous souhaitez la consulter en entier. Comme je vois l'horloge tourner, si OK pour vous, je vais sauter une fiche. J'en avais prévu de vous en montrer 4, je vais vous montrer que 3. Et je vais passer une fiche un petit peu plus concrète, donc je vais sauter celle qui est cadrer la démarche d'éco-conception, mais vous y aurez accès, hein, on vous enverra tout le contenu. Et je vais plutôt passer à une fiche un peu plus produit, pour concrètement, voilà, je fais comment, je veux faire une robe, un jean, quoi que ce soit, comment je fais pour l'éco-concevoir. Donc il y a la piste de la recyclabilité qui est très intéressante. Alors, pourquoi on peut s'interroger sur la recyclabilité des produits dès leur phase de conception, en fait? Et ben parce que dans un produit, il y a des éléments qui vont soit freiner, soit au contraire faciliter le recyclage en fin de vie. L'idée, c'est qu'un produit qui soit plus facilement recyclable, on puisse réutiliser les matières pour en faire, on a vu, du chiffon, du fil, des géotextiles, de la plasturgie. Il y a beaucoup d'exutoires. Mais aujourd'hui, si un produit n'est absolument pas recyclable, est trop complexe, on ne peut pas récupérer la matière, et ben malheureusement, on n'en fera rien de ce produit. Donc, dès la phase de conception, s'interroger sur sa recyclabilité, ça peut être un axe très intéressant pour éco-concevoir. Donc, nous, on a quelques recommandations. La première, ça va être forcément de sensibiliser les stylistes à l'éco-conception, parce que c'est dès leur croquis, dès le dessin, qu'ils vont choisir voilà, les poches. Je ne suis pas styliste, hein, mais j'imagine le processus, les poches, le col, les détails, les manches, les poignets,
le zip, etc. C'est tous ces éléments qu'il faut repenser. Et donc, les stylistes doivent être très impliqués dans le processus. Et donc, notamment, ce qu'on recommande, ça va être de lister tous les composants d'un produit, sa matière principale, sa doublure, tous les accessoires qu'il compose, notamment les boutons, les zips pour les jeans, pour les vestes, etc. Et une fois qu'on a fait ce bilan, interroger leur fonction. Voilà, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est primordial de mon produit, je peux vraiment pas m'en passer? Est-ce que ça, c'est vraiment purement esthétique? Ça n'apporte peut-être, voilà, repenser. Voilà, donc, en gardant, j'entends le A de Clarisse, en gardant cette notion de ne pas dégrader la qualité du produit, ni sa fonction principale. Si un produit est purement esthétique, voilà, c'est sa fonction. On est dans le domaine de l'habillement. Néanmoins, il faut se poser une question. Peut-être que le zip, peut-être que le bouton, peut-être que la poche, je peux le penser différemment, pour derrière faciliter le recyclage du produit. Donc, notamment, on va privilégier tout ce qui est monocomposant. Donc, par exemple, le 100% coton. Mais pour aller un cran plus loin, je suis sur un produit en polyester, je vais essayer que mes boutons, que mes zips, que mes soient également en polyester plutôt qu'ils soient métalliques. Oui. Donc voilà, c'est bien approvisionner du coup les composants d'un produit. Ça va être aussi limiter l'élastane. L'élastane, aujourd'hui, c'est un vrai frein au recyclage. De la même manière, un produit 100% coton, s'il y a 2% d'élastane, ça peut être gênant quand on va vouloir récupérer la matière. Les apprêts, les finitions, de la même manière, et ce qu'on appelle les points durs, ça va être tous les zips, tous les boutons qui, lors du broyage, pour parler simplement des produits pour récupérer la matière, vont créer parfois des petites impuretés, des petites étincelles aussi dans les machines de recyclage. Donc, si on a des boutons en métallique, etc., ça peut être un petit peu compliqué. Donc, voilà, je vous ai remis encore une fois le lien vers la fiche. Et ce que je vous ai mis, ce qui est intéressant, c'est un document de travail qui a été fait par la Fondation Hélène MacArthur. Donc, je vous ai mis le lien pour accéder au document complet. Mais voilà, on comprend très bien sur le schéma de cette chemise. Et voilà, il faut se poser la question à chaque fois, est-ce que mon matériau peut être recyclé? Est-ce qu'il peut être substitué? Où est-ce que se situent mes points durs? Quelle est la composition? Mais dans un point de vue éco-conception, je pense que c'est un exercice que vous faites forcément déjà dans le processus de création des produits. Et c'est de pousser un cran plus loin en se questionnant sur la fin de vie des produits. Voilà, donc j'avais prévu de vous montrer un cas pratique qui est assez intéressant. C'est celui de Balzac Paris, qui a travaillé sur le jean notamment, le jean éco-conçu. Et ils ont mené un certain nombre d'actions pour améliorer la recyclabilité du jean. Donc, par exemple, de diminuer ou de supprimer l'élastane, de supprimer les rivets, et donc du coup de revoir la forme de leur jean. Si on n'a plus d'élastane, ça implique forcément sur le patronage du produit. Surtout pour les femmes en général. Pardon? Surtout en général pour les femmes. Mais tout à fait. Le jean slim, hyper skinny, sans élastane, bon, je ne sais pas comment c'est réalisable, mais voilà, toutes les formes qui vont être un petit peu plus oversize, et on a la chance que ça revient sur les tendances, mais voilà, c'est typiquement le genre de produit où on peut diminuer la quantité d'élastane, mais ça implique forcément un travail sur le patronage. Donc là, je n'aurai pas le temps de vous montrer la vidéo. Néanmoins, voilà, je vous invite à aller regarder leur témoignage qui est tout à fait intéressant. Voilà, donc je m'excuse d'avoir accéléré un petit peu le rythme. Est-ce que la vidéo est très longue ou pas? Elle dure 6 minutes au total. On peut la couper à 2 minutes. Tu peux la raccourcir parce que... On peut passer 2 minutes à la regarder. Hein, oui, je vous laisse me dire. Ouais, ok. C'est bien d'avoir un témoignage de marque. Je ne vais pas la mettre en entier, mais... Le principe même de l'éco-conception, c'est de faire avec ce qu'on a. Et donc, c'est ce qu'on a appliqué dans un premier temps.
Je m'appelle Marion, je suis acheteuse et développeuse textile depuis 1 an chez Balzac. Je suis Maria et je suis responsable de la coordination du style chez Balzac Paris. Balzac Paris est une marque qui a été fondée en 2014. On s'est fixé 3 objectifs, donc à savoir l'éthique, la durabilité et l'écologie. Donc c'est un petit peu le moteur général principal de nos collections. On a réfléchi à quels étaient les indispensables de garde-robe et on est très vite arrivé sur le jean de manière assez naturelle puisque c'est un produit qui est porté par beaucoup de femmes pendant plein de situations du quotidien. On a tout de suite pensé au jean, parce que bon, c'est vrai que le jean, effectivement, dans le secteur textile, est l'un des produits qui pollue le plus. Généralement, c'est fabriqué à partir de coton. Le coton nécessite beaucoup d'eau, beaucoup de produits chimiques. Donc, en fait, la première démarche que l'on a menée, c'était déjà de faire certifier nos jeans GOTS. C'est le label qui pour nous est le plus intéressant entre guillemets pour nous et qui garantit le plus de choses, à savoir la traçabilité totale du champ à la consommatrice du coton. Dans cette logique d'éco-conception, on s'est penché sur l'élastane. Donc notre objectif pour permettre toujours de pouvoir recycler au mieux nos produits, les recycler le plus possible, a été de diminuer le pourcentage d'élastane. On a réussi à supprimer les rivets, donc concrètement ça veut dire que sur nos jeans en pièces métalliques, qui reste bien sûr nécessaire, il reste le bouton et la fermeture éclair, qui nous semble primordial à date. Ceci nous a permis d'avoir à Bâle le soutien de la fondation Ellen MacArthur, toujours dans cette optique, cette démarche d'éco-responsabilité, d'économie circulaire. Tout ce travail d'éco-conception par rapport à cette typologie de produit va vraiment impacter le style du produit. Donc Marion évoquait les rivets, effectivement c'est des codes de jean, du denim qui sont super forts, super impactants. Et puis pour ce qui va concerner la toile, effectivement une toile qui va être en 100% coton ne donnera pas du tout le même type de produit. Donc nous ça va être vraiment une réflexion stylistique, de ligne, de patronage réellement, donc vraiment main dans la main avec nos collègues modélistes pour que le produit reste toujours tout aussi désirable. Voilà, je la coupe ici volontairement. Je vous invite à regarder quels étaient leurs freins, parce qu'ils en ont eu, et quels étaient leurs leviers de réussite au contraire. Alors, j'ai 2 questions. Est-ce qu'on peut considérer qu'un produit éco-conçu, s'il est 100% coton uniquement, car il est plus facilement recyclable, même si ce n'est pas du 100% bio, coton bio? Alors, c'est une très bonne question. Il y a toute la filière textile se pose la question de, à partir de quand on définit qu'un produit est éco-conçu. Donc, nous, Reef Fashion, on n'a pas la réponse. Et ce que l'on souhaite, c'est que chacune des entreprises et chacune des marques définissent elle-même sa définition de l'éco-conception. Alors, pourquoi? Parce que chacune des marques n'aura pas les mêmes critères. Pour une marque, un produit éco-conçu intégrera 100% de matière recyclée. Pour d'autres, un produit éco-conçu, ce sera que du biologique. Pour d'autres, ce sera que des produits 100% recyclables. Il y a tellement de pistes d'éco-conception que pour l'instant, il n'y a pas une définition commune au sein de la filière qui permet de dire mon produit est éco-conçu, mon produit ne l'est pas. Ni de définition, ni on va dire de normes, il n'y a rien aujourd'hui qui encadre ce qu'est un produit éco-conçu. Donc moi, j'invite très fortement les marques à se poser, elles, la question en interne et de me dire, voilà, je veux faire de l'éco-conception. Néanmoins, pour moi, à partir de quand je pourrais dire qu'un produit est éco-conçu? Donc, ça peut être sur la durabilité aussi. Ça peut dire, voilà, mon produit sera éco-conçu quand il aura répondu à tel test et tel test sur tel seuil d'exigence, puisqu'il sera plus durable, il sera utilisé plus longtemps, il aura une deuxième vie, une troisième vie. Donc, ça peut être ça aussi. Mais voilà, je pense que les marques n'ont pas les mêmes leviers d'action et qu'elles peuvent créer elles-mêmes leurs critères d'éco-conception. Et je les invite fortement à le faire parce que ça les aidera à guider leur démarche d'éco-conception et de savoir sur quel axe se positionner dans un premier temps. Voilà. Alors, autre question, pourrait-on remplacer l'élastane par une matière aux mêmes propriétés mais éco-responsable? J'ai l'impression que non.
Alors, il y a des travaux des projets de recherche et développement qui travaillent sur une matière qui pourrait substituer l'élastane. Moi, j'ai pas à ma connaissance quelque chose qui industriellement et sur des grands volumes pour l'instant fonctionne bien. Donc voilà, pour l'instant, ce que je recommande, c'est plutôt d'essayer de diminuer les quantités. Au lieu de mettre 20% d'élastane, de passer en dessous de 10% ou en dessous de 5%. C'est déjà un bel effort. Et si tous les produits sont conçus dans ce sens-là, c'est déjà une belle avancée. Donc, voilà. À ma connaissance, aujourd'hui, pas de substitut magique à l'élastane. Alors, est-ce que les chutes de nos vêtements conçus par nos ateliers partenaires nous appartiennent et sont donc récupérables pour les valoriser? Alors là, il y a le terme conçu. Peut-être que il faudrait préciser parce que en tout cas, sur conçu par les ateliers, moi je pense qu'il faut prendre contact avec son fournisseur. On parlait de les impliquer dans la démarche, de nouer des partenariats avec eux, de s'engager sur des volumes d'achat, sur des collections capsules ou des petites gammes. Donc n'hésitez pas à aller leur demander. Je pense que il met tricoter et confectionner, donc ça veut dire en fait fabriquer dans ce. D'accord. Donc produit ça veut dire fabriquer. A priori, oui, parce que vous payez la fabrication, mais il faut bien. Je pense que éventuellement, il faut bien le spécifier. Parce que les fabricants eux aussi commencent à faire des tris à la sortie de leur chaîne, qu'elle soit chez Netram ou Maille, pour être capable finalement de donner de la matière, j'allais dire homogène, pour les tris. Alors peut-être que le mieux, c'est de vous mettre d'accord entre vous sur qui fait quoi, en tous les cas. Tout à fait, ouais. Les fins de rouleau, les chutes de production, c'est des choses qui peuvent être tout à fait ce qu'on appelle upcyclées pour pouvoir en faire des nouveaux produits. Donc voilà, les fournisseurs deviennent de plus en plus proactifs, je trouve, dans cette démarche. Donc n'hésitez pas à l'être avec eux et à les lancer sur le sujet. Alors, on a une autre question. Quel impact sur le prix de revient? Comment limiter en période de crise l'augmentation des coûts dans une démarche d'éco-conception? Alors, oui, vas-y. C'est une très bonne question. Ce qu'on recommandait effectivement, c'était d'abord de s'engager sur des petits volumes, des petits produits, du POC, Proof of Concept, on en parlait, avant de s'engager sur des plus grandes quantités. Donc déjà, ça permet de faire un prévisionnel, on va dire, sur les coûts de production. Voilà, c'est ma recommandation. Après, je ne peux pas rentrer dans un niveau de détail plus poussé là-dessus. Alors après, en général, il ne faut pas se cacher, c'est que effectivement, ça peut être plus cher, parce qu'aujourd'hui, les matières, notamment éco-conçues, sont plus chères, les vérifications sont plus chères. Alors, il y a quelques éléments sur notre étude des nouveaux modèles économiques, mais en toute logique, cette démarche permet d'augmenter les volumes vendus. Donc, quelque part, c'est le point d'équilibre entre prix de revient et augmentation des chiffres d'affaires, sachant qu'il y a vraiment quelque chose qui est très pervers dans notre secteur. Je tape toujours dessus le plus que je peux. C'est le fait de raisonner simplement à partir des coûts directs matière plus fabrication, d'appliquer pif pouf un coefficient sans prendre en compte tout ce qui est, j'allais dire, les échanges, les prototypes, les droits de douane, les transports et surtout les stocks et ce qui reste en résiduel. Donc, cette façon de procéder est vraiment extrêmement perverse et ne permet pas de piloter, j'allais dire, correctement les marques et correctement, finalement, de trouver les leviers qui permettent finalement, au total, ce qu'on veut, c'est sur la marge totale, avoir une marge totale supérieure.
Oui, et puis on parlait d'attractivité, d'image aussi, de se positionner sur des nouveaux modèles, de se différencier de la concurrence. Donc, ça peut aussi être un levier d'un point de vue économique pour rapidement compléter. C'est comme ça, j'allais dire que, je vais dire, des marques comme 1083, le slip français, je vais dire, ont positionné leur business model. Tout à fait. Tout à fait. Alors, on a débordé en termes de timing, mais pour les personnes qui sont encore là et qui sont encore avec nous, je voulais vous reposer la même question qu'au tout début qu'il y a une heure. Est-ce que l'éco-conception, ça vous dit toujours rien? Et auquel cas, moi, j'aurais vraiment échoué à ma tâche aujourd'hui. Est-ce que vous vous sentez déjà plus averti qu'il y a une heure? Est-ce que, bon, si vous étiez déjà engagé, j'espère que vous allez recocher engagé, mais peut-être que ceux qui essaient que ça leur dise rien se sentent déjà un petit peu plus engagés en ayant participé à un webinaire. Ça peut être un premier pas. Donc voilà, je vous laisse répondre. Et puis la deuxième question. On va en profiter donc pour poser une autre question. Alors, à qui s'adresser pour recycler du cuir provenant de la fabrication de sacs? Pardon? J'ai pas... À qui s'adresser pour recycler du cuir provenant de la fabrication de sacs? Très bonne question. Alors, je n'ai pas de fournisseur en tête à vous recommander. Néanmoins, le guide de Textile Exchange dont je vous parlais en donnera des très intéressants. Vous apporter des réponses? Oui, tout à fait. C'est un guide qui liste toutes les solutions existantes et les fournisseurs qui se cachent derrière. Donc voilà. Donc je sais que j'avais aussi quelques questions qui m'avaient été adressées. Super. Bon, plus engagé. C'est-à-dire qu'alors maintenant, il y a 0% de cela ne me dit toujours rien. Donc ça, bravo à elle. Plus averti qu'il y a une heure à 61%, mais surtout déjà engagé. Il y a plus de gens qui se sentent engagés dans la démarche après cette présentation. Parfait. Voilà, 6 points de plus. Bon, mais écoutez, je suis ravie. On a une dernière question pour vous. C'est parmi les fiches à vous de jouer dont on a parlé, laquelle vous souhaiteriez mettre en œuvre? Alors, il y en a une qu'on a dû sauter, qui est tac, tac, tac. Mais il y a 2 fois la même. Bah, c'est pas grave. Donc, elle n'est pas dedans. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est que moi, à la limite. En fait, j'allais dire, on a vu principalement la première et la quatrième, en fait. Tout à fait. Tu as évoqué impliquer ses fournisseurs, mais effectivement, les gens peuvent voter là-dessus. En fait, il y en a une quatrième qui était intitulée... Cadrer sa démarche. Donc là, de quels outils je peux me servir. Donc voilà, on vous enverra le diapo, donc pas d'inquiétude, vous aurez toutes les infos. Mais donc l'idée, c'est de... sur le 1, 2 et 4. Voilà. Voilà, laquelle vous souhaiteriez la mettre en œuvre en premier? Qu'est-ce qui vous motive le plus? Est-ce que c'est d'abord impliquer vos fournisseurs? Est-ce que c'est produire des textiles plus recyclables? Voilà, donc moi, je ne vais pas vérifier, hein, c'est juste qu'on vous invite à repartir avec des engagements et on n'ira rien vérifier derrière, pas d'inquiétude. Le call for action. Voilà, exactement. Des anglo-saxons. Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, ce sont des démarches où il faut s'engager même petitement, et puis petit à petit tirer le fil et poursuivre. C'est surtout ça qui est important, parce que ce sont des sujets trop complexes. Et, je dois dire, il y a trop de domaines, il y a trop de thèmes, j'allais dire, autour de ce sujet mode durable. Et il faut commencer à en prendre un là où vous, entreprise, vous, marque, vous êtes le plus à l'aise, vous le sentez le mieux. Si vous avez effectivement un styliste qui est très câblé éco-conception, j'aurais tendance à dire
voyez avec lui, essayez d'avancer avec lui. Ensuite, c'est vrai que on voit le sujet matière est toujours très à la pointe. Alors, c'est effectivement, c'est assez logique que les deux qui ont été soient effectivement arrivés en pointe. On voit quand même que définir une stratégie d'éco-conception cohérente avec sa plateforme de marque, recueille presque 60%. Donc, c'est vraiment un sujet. On sent qu'il y a cette question de comment aborder le sujet et il faut que ça soit pleinement cohérent avec votre marque. Ça, tout à fait. C'est primordial et c'est superbe que vous vous positionnez sur ce genre d'action. Hein. La problématique sur laquelle on s'est initié, c'était comment me lancer dans l'éco-conception. Et effectivement, avant de passer dans le concret, avant de faire un textile plus recyclable, ce qui est formidable, il faut que tout ça ait du sens et soit corrélé avec votre activité. Donc, super, je suis ravie du message qu'on a réussi à faire passer. Alors, il y a un dernier message qui dit « Merci beaucoup, cela me permet d'approfondir les engagements sur lesquels je travaille. » Formidable, merci. Alors, on peut pas citer son nom parce que c'est 4RFY2E. C'est pas tout à fait R2D2, mais en tous les cas, merci de ce témoignage. Très bien. Bon, on vous remercie tous. Adèle, on te remercie infiniment. Merci à vous pour cette belle opportunité. Voilà, j'espère avoir réussi à sensibiliser un maximum de personnes aujourd'hui et surtout avoir donné envie d'aller plus loin. Envisager quelque chose qui soit carrément presque un atelier. Tout à fait, plus en main vraiment sur cette art dessus. Refashion, EcoCLC, ce qu'ils font, ce qui est fait, les enjeux, l'analyse du cycle de vie. Maintenant, peut-être penser à un atelier en ligne où les gens, j'allais dire, essaieraient de répondre à un questionnaire et avancer pour leur propre marque. Tout à fait. Voilà. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci beaucoup.